Est-ce qu'on nous entend mieux? Est-ce qu'on nous voit mieux? Est-ce qu'on frise moins? Nice, voilà. Ce monde merveilleux dans lequel la 4G est plus fluide que le Wi-Fi. C'est quand même Excellent. dommage. Enfin bref. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Bonjour. Euh, bon, étant donné qu'il est 17h11, le quart d'heure académique habituel étant ok, je vais me lancer dans cette improvisation de présentation de l'activité du jour. Hop, Je vais juste publier un. Je vais peut-être publier un stropole sur la conversation sur le Ouais. chat. N'hésitez pas à le remplir pour nous indiquer d'où vous provenez exactement, comment vous avez entendu parler du stream et tout. Notamment si vous venez du MOOC Introduction à la culture vidéoludique, n'hésitez pas à nous le dire, ça fait plaisir. Voilà, Alors, voilà. il faut que je fasse ce que Fanny fait habituellement, c'est-à-dire nous introduire. Donc moi-même, je m'appelle Pierre Ivurel, je fais partie du Liège Game Lab et je suis assistant à l'université de Liège. Et je viens de déposer ma thèse sur le jeu vidéo amateur, ce qui ne sera pas le sujet de jour. Je suis accompagné par le sémillant Bob Maxime Godefirnon et par le non moins sémillant Fantalexis Messina. J'avais préparé cette blague tout à l'heure, donc je suis très content de moi-même. Une très belle référence. Une référence que les habitués de Minecraft connaîtront. Les plus beaux, dit le chat. Donc, Incroyable. nous sommes ici à l'heure habituelle du cours, enfin à l'heure devenue habituelle du cours sur Twitch du Liège Game Lab qui donne un cours tous les jeudis de 16h30 à 18h30 sur son live Twitch. Ceci dit, je dois quand même préciser 2-3 petites choses. Ce n'est pas un cours et du coup c'est nettement moins préparé. Après tout, c'est les vacances pour tout le monde et donc nous avons simplement décidé de faire un petit live pour vous présenter un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on a passé beaucoup de temps depuis la fin 2018 et on va faire ça de manière très chill, très improvisée aussi, mais après on commence à avoir l'habitude de parler de ce projet, donc ça devrait être nettement moins préparé. Oui, c'est ça. Merci de souligner pour une fois. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va se lancer. Alors le programme, c'est de faire un petit tutoriel sur Minecraft pour si jamais il y a vraiment des personnes qui seraient intéressées pour voir comment fonctionne le jeu. On va essayer de présenter le jeu de manière assez sommaire. On va vous montrer la carte sur laquelle on est, c'est-à-dire si elle veut bien charger sur mon ordinateur qui est en train de décéder, la carte d'un quartier de Liège qui a été reproduit dans Liègecraft. Et je vois que le clan des mouches est parmi nous, le club des mouches. Et puis ensuite, Maxime et Alexis vont faire une démonstration de leurs skills sur Minecraft en reproduisant un bâtiment de Liège. Et au-delà de la blague, ils vont essayer aussi de nous introduire aux enjeux qui se posent sur qu'est-ce qui se passe lorsque on essaye de reproduire un bâtiment existant dans un jeu vidéo tel que Minecraft. Ne vous inquiétez pas pour Maxime, il a l'air figé, il a l'air un peu palo, mais en réalité tout va bien, il est pas malade et il tousse dans son coude. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire, les amis, avant qu'on commence? Peut-être préciser qu'on s'arrêtera aussi régulièrement pour répondre aux questions éventuelles qu'il y aurait sur le Ouais. chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions, au contraire. Juste voir avec vous ce qui pourrait être parfois le plus intéressant de prolonger comme réflexion, que ce soit, ça peut être technique, ça peut être un peu plus en termes d'enjeux vidéoludiques ou d'enjeux de recherche ou d'enjeux d'enseignement, en fonction d'où vous provenez. Et voilà, on en discute quoi.
Moi, j'ai juste pour voir, Pierre-Yves, un confort visuel. T'es sûr que tu veux voler à Mach 4 comme ça? Si tu Non, veux ça pas va pas le diminuer un faire peu ça. ta vue, C'est pas bien ça? si tu veux diminuer, tu peux mettre le slash speed. Je sais, enfin, Maxime. Donc, pour introduire à nos spectateurs, j'aurai le rôle de gros noob de Minecraft aujourd'hui, mais c'est purement un rôle d'improvisation. C'est Professionnel, à quoi. la base, je suis vraiment un hardcore gamer de Minecraft, mais je vais faire exprès d'avoir Si, l'air si. nul régulièrement, histoire de mettre en valeur et de faire valoir notre équipe fantastique. Non, mais voilà, dans la diégèse du projet, il a fait cracher le serveur une fois, mais bon, ça, c'est vraiment dans la diégèse du projet. Bon, alors ici, où est-ce qu'on se trouve, les amis? Faites-nous un peu Alors, une visite guidée. Moi, je serai caméraman. Mais alors vous avez le droit de voler à Mach 4 par contre, ça il n'y a pas de souci. non, 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 moi je suis à Mac 2, donc déjà, Ouais, pareil. et Maxime est à Mac 2 aussi. Donc déjà, ici, on se situe... Il y a quelqu'un, par contre, qui est en Mac 4. C'est Damien. Je crois que c'est Damien, qui est un ami du LGL, qui est Un connecté avec membre nous sur même le du serveur aujourd'hui. LG. Hein? Un membre à part entière Un du membre, LGL. oui, pardon, un membre entier du LGL, pardon. Excuse-moi. Je T'es sûr que disais tu un parles du ami bon Damien propriétaire du LGL. C'est pas le bon Damien, c'est encore un autre Damien. Ah, C'est pas Damien Sen. on nous demande s'il y a des boudoirs. Ah, Ah, c'est pas encore un Damien. autre. C'est encore un autre Il y a Damien. trop de Damien au Liège Game Lab. Il y a trop de Damien. Donc ici, c'est le Damien qui nous prête son serveur aujourd'hui pour se connecter. Donc voilà. Donc pour revenir où on est ici sur la place du Ventoux, qui se situe à Liège pour ceux qui connaissent. On est en face de l'université, du bâtiment principal de l'université, du bâtiment historique de l'UNIF, dans lequel il y a actuellement la faculté de philosophie et lettres, avec les différents départements qui sont répartis dans les différentes ailes du bâtiment, ainsi que l'administration et tout ce qui est le bureau du recteur, etc. Donc, en gros, les enjeux, enfin, pas mal d'enjeux se situent ici. Et voilà, c'est un bâtiment iconique de la place qui date de l'époque de Napoléon, bref. Juste en face, on a le théâtre de Liège, qui est un théâtre qui a été rénové récemment. Donc, la rénovation du théâtre de la place, en deux bâtiments, un bâtiment classique ici, rouge, et un bâtiment en vert juste à côté. Je sais pas où tu es, Pierre-Yves, si tu montres. Je suis un caméraman professionnel, donc je suis actuellement en train de montrer le théâtre. Excellent. Et du coup, sur la place en elle-même, on a un bus qui est stationné là, qui est une référence à un exercice que les étudiants en journalisme ont dû réaliser et doivent réaliser chaque année. C'est le studio bus dans lequel ils doivent produire des émissions de radio dans ce bus. Et donc, cette émission est mise en place par un collègue du LGL qui s'appelle Boris Kriwicki. Qui est présent dans le chat. Qui est présent dans le chat. Et en hommage à Boris et à son équipe d'étudiants, on a réalisé le bus. Donc il faut savoir que effectivement c'est le studio bus, c'est un bus qui vient, je pense, du musée des transports en commun de Liège et qui est réaménagé effectivement en studio radio dans lequel les étudiants, qui est transformé en fait en rédaction radio pendant une semaine. Bon, qui malheureusement d'ailleurs est annulé cette année pour cause de coronavirus, puisque c'est à peu près maintenant que ça se fait d'habitude. Voilà. Et un peu plus loin, on a les résidences universitaires qui sont des cotes pour étudiants qui ont été réalisées ici. C'est le grand bâtiment en orange et en gris qui a été réalisé par deux collègues qui viennent de Montréal et qui étaient en séjour de recherche chez nous, qui s'appellent Philippe et Isabelle et qu'on embrasse bien fort si ils nous regardent maintenant ou en replay. Donc ils avaient commencé ce bâtiment et on l'a terminé en off avec Maxime. Et de l'autre côté de la carte, on va se diriger vers la place Coqueril, qui est la place qui jouxte le quai sur Meuse, et où on a quelques magasins qui sont bien connus des Liégeois, comme Pax, qui est un éditeur libraire qui se situe là-bas, mais également Albinette, qui est un magasin d'alimentation bio, le Café Le Delft, évidemment, qui est aussi un café fort connu des Liégeois, ou encore le bâtiment de la place Coqueril de l'UNIF, et pour terminer, la Grand Poste qui a été réalisée par Maxime en fin de projet. Et donc, au niveau de la reproduction, comme vous pouvez le voir... Là, c'est la Grand Poste. Là, je suis en train de montrer là, que c'était un poil rapide.
pardon. La Grand Poste, C'est qui est l'habitude. un projet dans lequel aussi Boris Krivki, ainsi que d'autres, comme il nous l'a dit, sont impliqués. Les bus tech, tu as été probablement trop humble, Alexis, pour nous présenter ta magnifique réalisation de ce bus aux couleurs du tech liégeois, reconnaissable par les Liégeois. Et donc, pas que par les Liégeois, parce qu'ils oui, sont un peu partout. par les Wallons en fait. Ah, c'est toute la Wallonie. C'est ça, c'est toute la Wallonie jusqu'à Bruxelles. Et on peut en fait faire finalement le tour du quai sur Meuse. Ici, c'est le quai Roosevelt qui mène jusqu'à de l'autre côté donc de la place du Vintou. Donc, on a quelques bâtiments de l'UNIF qui ont été réalisés, pas tous, parce qu'il reste encore des bâtiments ici qui sont des immeubles d'habitation. Mais bon, voilà. Je t'ai perdu. C'est parce que tu allais complètement de l'autre côté de la Meuse. Ah, pardon, j'étais pas du bon côté, je crois, non, c'est ça? C'est ici. Alors en bien. plus, moi je vois la moitié de la carte parce que mon ordi est en train d'essayer de charger. Ici, par exemple, sur l'autre. ici tu. Pardon, excuse-moi Maxime, tu voulais dire. Je disais, j'hésitais à vous TP l'un sur l'autre et je me suis dit, un choc Ouais, non, visuel. On va éviter les téléportations. Ici spécialement, on est en face du bâtiment A4 qui regroupe les départements d'histoire, mais également le CIPL, qui est le centre informatique de philosophie et lettres. Et le bureau de Björn Olaf de Zoo, qui est par là-bas. Le bureau de Björn Olaf de Zoo, qui est un collègue au LGL, qui se situe pas loin, et qui est cofondateur du laboratoire, ainsi que différents autres bâtiments, comme vous pouvez constater. Enfin voilà. Donc ça a été reproduit durant une série d'ateliers, donc on va vous expliquer un peu en quoi consiste le projet après, ainsi qu'en neuf, parce que bon voilà, la reproduction ici, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été reproduits, mais on est sur, à mon avis, je dirais, une bonne septantaine d'heures de reproduction en tout. Alors, je vais te laisser aussi montrer les jardins intérieurs de l'UNIF. C'est vrai que l'université possède des jardins intérieurs qui sont en plus ou moins bon état en fonction, je ne sais pas exactement où ils regardent. Attends, je vais regarder sur Twitch moi-même. Ah oui, d'accord, il s'est mis là. Ils sont plus ou moins en bon état en fonction des saisons, en fonction de si on les entretient, mais en somme, entre les quelques bâtiments enfin entre les quelques ailes du bâtiment A4, dont la bibliothèque histoire, qui est la grande partie verrée, pour regarder qui est situé à gauche et à droite de l'écran, et bien au milieu il y a un petit jardin comme ça dans lequel on peut se poser pour travailler. Autour il y a les bureaux des professeurs ainsi qu'une partie du département d'histoire ou d'archéo, je ne sais plus exactement. Enfin peut-être que Licorne et Paillette pourra nous confirmer ce que je dis, parce que je pense qu'elle s'y connaît peut-être un peu plus que moi à ce niveau-là. Enfin, et donc voilà, plus ou moins c'est jusqu'à présent ce qui a été réalisé, sachant qu'on n'a pas réalisé les intérieurs des bâtiments. Et donc voilà, on a une reproduction qui est plus ou moins fidèle, comme vous pouvez le voir, qui est photoréaliste, entre guillet. Non, même si réaliste. sur Je réaliste. supprime les photos à chaque fois. C'est réaliste, mais l'ambition est quand même photoréaliste dans le sens où on essaye de reproduire quelque chose que l'on observe par photographie, mais on n'est pas en effet dans le photoréalisme, c'est réaliste. Mais dites-moi, voilà. Maxime et Alexis, qui a réalisé tout ceci? Je pense que ça, c'est l'excellente perche pour laisser Maxime expliquer. J'allais dire, mais ça peut oublier beaucoup de gens dans le projet. Donc en fait, la réalisation de tout ceci a eu lieu différents ateliers qu'on a fait avec lors des clubs Liège-Craft. Donc qui consistait à la base en deux parties d'équipe, je veux dire, d'un côté les animateurs, même Alexis, Pierre-Yves et moi-même, qui on peut ajouter Hamza Bachandi qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, et Nicolas Casselin, de même, qui lui gérait tout ce qui était l'aspect technique. Et qui dirige le Digital Lab, enfin coordonne le Digital Lab de la province de Liège. C'est ça.
Et puis de l'autre côté, nos animés qui nous ont aidés à réaliser tout ceci, en prenant de plus en plus leur marque dans le projet. Je pense qu'on peut même Vas-y, faire Alex. un rappel du projet en tant que tel pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Donc le projet Liège-Craft, donc tout ce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire la carte réalisée en Minecraft, mais pas que, tout ceci fait partie d'un projet qui s'appelle le projet Liège-Craft et qui a été réalisé sur plusieurs mois, sur environ 1 an, et selon plusieurs organisations différentes. Donc coordonné par le Liège Game Lab, avec Pierre Ivurel par exemple, Hamza Bachiendi, Maxime Godefiernon et moi-même, mais également par le Digital Lab de la province de Liège qui nous recevait dans ses locaux. Donc leurs locaux sont rue des Croisiers, donc juste à côté de l'entrée de la bibliothèque des Chirous. Et le coordinateur du Digital Lab, Nicolas Castelin, a énormément aidé à la réalisation du projet, et ainsi que la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Liège, qui est l'un de nos, comment dire, l'un de nos grands partenaires qui nous a fait confiance vis-à-vis de ce projet pour ensuite organiser également la réflexion plus scientifique autour de projets de médiation culturelle qui utilisent le jeu vidéo et notamment des jeux vidéo de construction comme ceci. Donc peut-être que Pierre-Yves, tu peux revenir, mais vraiment vite fait, sur la genèse du projet, nous expliquer. Donc simplement, on va surtout dire qu'on a organisé une série d'ateliers. Je pense qu'il y a il y a une partie des participants qui sont dans le chat, donc j'arrive pas à prononcer ce pseudo, mais YelX et Jumplex One, si j'ai bien compris, sont des participants, effectivement, me dit-il. Et donc en fait, on a organisé depuis la fin de l'année 2018 une série d'ateliers au Digital Lab principalement, avec des ateliers donc, qui étaient ouverts à la fois aux membres du Liège Game Lab, du monde universitaire, mais aussi à tous ceux qui voudraient. Donc on a eu une série de jeunes qui nous ont rejoints et qui n'étaient pas nécessairement qui connaissaient pas forcément le quartier, mais qui sont venus nous aider à le reproduire. Et puis voilà, c'était un atelier qui durait à peu près 4 heures. C'était tous les premiers samedis du mois jusque de novembre 2018 à juin 2019 de tête. Ouais, c'est ça, juin Voilà. 2019. Et puis bon, voilà. Après, donc on a fait. L'objectif à la base, c'était quand même de voir un peu ce qui allait se passer. En fait, nous, ça nous intéressait, comme on travaille sur le jeu vidéo à la base. Ce qui nous intéressait, c'était de reproduire l'environnement, un environnement qui nous réunissait tous et puis avec lequel on était familiers. Et puis de voir ce qui se passait quand ça arrive. Là, tout à l'heure, je voyais Bjorn. Qui disait qu'il était content de retrouver ces décors-là et puis que ça lui manquait un peu avec le confinement. Je pense que ça fait partie des petites choses qui peuvent sembler anonymes mais qui sont intéressantes à remarquer. Et ça, C'est la première fois que je reviens dans Liège. c'est ça. Il y a une question sur les MOOC, je pense qu'on y soit le chat va y répondre, soit on y reviendra plus tard. On y reviendra peut-être plus tard après avoir terminé l'explication générale du projet. Et en somme, ce projet, pour les différents chercheurs qui y contribuaient, c'était également l'occasion d'interroger plusieurs facettes du jeu vidéo, ou plutôt interroger le jeu vidéo de plusieurs manières, notamment comment le jeu vidéo, ou plutôt quels sont les liens qu'on peut avoir avec le jeu vidéo dans des dispositifs de médiation culturelle où on est invité, par exemple, à travailler des questions urbanistiques, notamment celle de la reproduction, mais du calcul de l'espace, se dire si l'espace nous convient, d'avoir des réflexions sur la citoyenneté en lien avec l'espace, et voir la double relation qu'il y a entre le joueur et le jeu. Voir ce que le jeu pouvait apporter au joueur et ce que le joueur allait changer dans le jeu vis-à-vis de ces réflexions-ci. Donc on a toute une série de pistes, en fait, de réflexions, d'axes de recherche qui se sont dégagés
au cours des mois et au cours des manifestations scientifiques auxquelles on a présenté le projet. On en reviendra peut-être en fin de stream et en fonction également de notre état de fatigue et de l'état de fatigue de nos viewers aussi, pour ne pas... je pense que c'est important qu'on parle de recherche, mais il y a plein de choses à présenter. Mais c'est les Et ce qu'on voulait... vacances. Voilà, c'est les vacances. Et ce qu'on voulait faire aussi, qui est un format un peu plus détente, c'est vous proposer une séance de construction, donc de voir techniquement comment fonctionne Liège-Craft sur le plan technique, donc comment fonctionne une construction, et pas vous révéler, mais vous expliquer ou vous raconter quelques clés d'animation que nous-mêmes on a découvert durant les processus des ateliers, car il y a eu une animation en présentiel qui s'est tenue, qui était organisée à la fois dans le jeu, donc Maxime s'occupe de l'animation en jeu, et dans le cadre de l'atelier, je vais dire. Et là, c'est moi qui m'occupais de l'animation pour coordonner en fait les efforts collectifs vers la réalisation de la carte, ainsi que vérifier que tout le monde puisse s'épanouir de la meilleure des manières dans l'atelier, puisque c'était l'objectif de base. Et donc, on va construire aujourd'hui quelque chose. On a longtemps hésité avec Maxime, et peut-être que Pierre-Yves, tu peux nous suivre, car on va se diriger à côté de la place Saint-Paul. Et on a longtemps hésité avec Maxime pour savoir quel bâtiment on allait construire aujourd'hui. En fait, on s'est plus ou moins mis d'accord sur la cathédrale Saint-Paul, qui est un bâtiment assez complexe à réaliser, mais en fait sur lequel on va un petit peu tricher, parce que le but c'est pas de reproduire ici totalement à l'identique, mais plutôt de vous montrer comment se passent les étapes de reproduction. Donc les matériaux qu'on mobilise, par exemple, pour se référer, les photos, les sites sur lesquels on va pour essayer de créer tout ça, les astuces, etc. Et l'objectif, ce serait d'avancer le plus possible, faire en sorte que ce soit un brin reconnaissable. Mais c'est pas une entreprise facile, comme vous vous en doutez. Et Maxime, tu peux peut-être nous expliquer quelques réflexions qu'on avait eues avant, se dire est-ce qu'on le fait ou pas ce bâtiment. Bon voilà. Bah, c'est vrai qu'on avait des réflexions d'abord sur ce qu'on voulait faire durant le film. Est-ce qu'on voulait plutôt un bâtiment iconique ou est-ce qu'on voulait plutôt juste continuer la carte et faire ce qui a été plus quotidien, entre guillemets, si tu reproduis une ville, il va beaucoup plus avoir de maisons et de bâtiments d'entreprise, des choses comme ça, à reproduire. Ici, la cathédrale, c'est un peu un bâtiment un peu particulier dans la ville. Bon, on s'est dit qu'ici, on allait plutôt aller sur le costaud et le bâtiment un peu plus, plus grandiose, on va dire. Et en fait, dans ce genre de bâtiment, ce qui interroge pas mal, c'est la technique. Est-ce qu'on va avoir, d'une part, les capacités, nous, pour le refaire un peu correctement? Est-ce qu'on va aussi avoir, au niveau du dispositif, au niveau de la carte, la place pour le faire? Si vous regardez, en fait, si Pierre-Yves, tu peux montrer, la carte s'arrête de façon très nette à cause de la manière dont on l'a créée. Ce qui fait qu'une partie de la cathédrale n'est pas... Ah, il y en a une en encore, dessous et une en dessus. exposée. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je Waouh. vais faire, c'est que je vais peut-être rapidement expliquer comment on a obtenu en fait ça, parce que pour ceux qui connaissent un peu Minecraft, pour ceux qui connaissent Liège, ou bien qui ont un peu des bases Ouais, d'architecture attends, je te civile. coupe juste une seconde parce que je voudrais juste réagir au chat. Comme on va parler de Ouais, l'animation, je veux bien que si jamais il y a le Club des Mouches qui veut bien expliquer ce que c'est le Club des Mouches dans l'animation Liège-Craft, n'hésitez pas à présenter. Et Julie nous dit que enfin, Licorne et Paillette, pardon, nous dit aussi que le bâtiment est un bâtiment qui est complexe historiquement, donc n'hésite pas Julie si tu veux bien soit en dire un mot ou soit envoyer des références. Ce serait cool que tu puisses les mettre dans le chat. Et enfin, apparemment, les gens ont bien compris que le fait que vous soyez plus ou moins mis d'accord, ça veut dire que ça va se décider maintenant à la baston. Et les gens sont chauds pour votre propre baston, donc je pense que vous êtes comme ça, vous savez. Alors j'ai dit qu'on s'est mis plus ou moins voilà, d'accord. j'ai Voilà, gagné. excellent. Merci Maxime. Alors ici, on est plus ou moins d'accord parce que la question c'était est-ce que pour ce stream on fait quelque chose de facile ou pas?
Parce que si on fait quelque chose de facile, on peut faire d'autres bâtiments qu'on connaît, dont on connaît le pattern, et qui peuvent se faire en un quart d'heure, 20 minutes. Par exemple, des bâtiments qu'avec par exemple, le Club des Mouches qui est présent dans le chat, on a déjà réalisé. Mais disons que l'envie de réaliser un bâtiment un peu plus complexe, de montrer comment peut se passer vraiment toutes les étapes avec un bâtiment vierge, finalement neuf, je pense que c'est peut-être une bonne idée aussi, et donc on n'était pas sûr. On va voir, je ne sais pas si, mais ça c'est un constat qu'on s'est fait avec Maxime, on ne sait pas si on va arriver à le terminer. On va essayer d'avancer le plus vite possible, le plus possible, tout en ce que ça reste en fun. Et voilà. Très bien. Du coup, allons-y. Hein. Eh bien, du coup, on va commencer. Alors, les ressources qu'on utilise le plus pour faire des reproductions comme ça, que ce soit en atelier ou même sur le côté quand on construit à la maison. Donc, première chose, on a installé des mods dans le jeu. C'est des modifications du jeu qui sont réalisées par des tiers. La plupart, ce sont des amateurs, au sens noble du terme. Et, et qui vont en rajouter des outils pour construire, notamment. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle World Edit et qui nous permet de faire des sélections et des copies de grandes zones assez rapidement. Voilà, World Edit, comme Maxime l'écrit dans le chat. En fait, sur base d'une sélection qu'on va faire avec un outil spécial du jeu, on va taper toute une série de lignes de commandes qui vont nous permettre, par exemple, vous voyez, là où Pierre-Yves se situe, il est au-dessus de la cathédrale Saint-Paul, mais on a également copié la cathédrale Saint-Paul ici à droite en contrebas pour travailler dessus. Et on a utilisé l'outil qui s'appelle WordEdit pour ça. Après, les ressources externes, pardon, on utilise des photographies la plupart du temps, qu'on trouve tout simplement sur Google quand le bâtiment est assez fourni. Sinon, on se rend directement sur Google Images ou sur Google Maps. Google Maps, pardon, ou sur Google Earth pour avoir des vues du bâtiment qui sont des vues en hauteur et des vues en 3 dimensions. Lorsqu'on est en atelier au Digital Lab, il nous est déjà arrivé également de travailler avec Google Earth VR, qui est la même chose que Google Earth, mais qui utilise la réalité virtuelle, et qui permet vraiment d'avoir des angles de vue bien personnalisés, par exemple en s'asseyant, en posant le casque à un certain endroit, pour avoir accès à toutes les facettes du bâtiment. Par exemple, pour ce bâtiment-ci, si vous allez faire un petit tour sur Google Images maintenant et vous tapez Cathédrale Saint-Paul à Liège, vous allez voir qu'on a souvent le même profil de la cathédrale qui revient, c'est celui qui se base sur la place cathédrale et donc sur la fontaine de la... Je l'appelle la fontaine au lion, je sais qu'elle a un autre nom, mais je ne retombe plus sur le nom, je suis désolé. Et on a toujours donc le même profil de la cathédrale. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu tricher, on va faire ce profil-là, et on va le dupliquer pour qu'il soit exactement le même de l'autre côté du bâtiment. Donc on aura un bâtiment qui sera similaire des deux côtés. C'est pas le cas dans la réalité, mais bon voilà, pour l'exercice du jour, on va un petit peu tricher. Et donc ça, c'est des ressources qui sont possibles. Un autre type de ressource, mais qui ne sera pas possible aujourd'hui forcément, c'est de se déplacer. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Plus personne ne parle. Plus personne ne parle, plus personne ne parle. On t'écoute. Comme j'ai peur avec ma connexion, Je suis en train de de regarder déjà des images du bâtiment. Très bien. À construire. Eh bien, comme on est en période de confinement et qu'on est chez nous, on peut pas se déplacer sur place à Liège. Sinon, on aurait par exemple fait le stream au Digital Lab et on aurait pu, je sais pas moi, improviser un truc dans l'espace et montrer. Durant les ateliers, qui duraient entre 4, 5, 6 heures, on organisait des pauses régulières afin d'amener nos groupes et nous-mêmes s'aérer les esprits dans les lieux qui étaient recréés sur la carte. Donc le but, c'était d'à la fois comparer ce qui avait été créé et comment dire l'in-game, enfin ce qui avait été créé in-game et le réel d'une certaine manière, donc les lieux qui sont connus ou pas, pour confronter un peu les deux points de vue.
et parfois aussi découvrir des subtilités qu'on n'arrive pas toujours à comprendre en photographie parce que, par exemple, pour des bâtiments complexes comme celui-ci, il y a plusieurs styles qui sont présents parce qu'il y a plusieurs styles des rénovations. Par exemple, pour l'instant, il y a des couleurs sur la cathédrale qui rappellent le style Mozan, alors qu'il y a des détails qui me semblent être néo-gothiques à certains autres endroits, mais là je laisse Licorne et Paillette me corriger parce que je crois qu'elle connaît mieux le bâtiment. Donc voilà, et donc dans un premier temps, je propose, Maxime, qu'on essaye de voir un petit peu. Par où est-ce qu'on pourrait commencer? Peut-être par la nef, donc ici, et essayer de calculer la longueur plus ou moins jusque-là. Hop, donc de ces deux zones-ci. Attends, je vais prendre une autre. Ce que j'aurais essayé de faire, c'est déjà Dis-moi. délimiter, genre, si tu veux, la différence entre les bâtiments ici, enfin, entre la partie ici, Ouais. qui est délimitée par deux énormes piliers dans la réalité, et puis le reste du bâtiment, puis on peut commencer sur base de ça, il me semble. Donc, ce qu'il y a entre les deux blocs orange ou pas du tout? Ouais, ça, on commencerait par ici, entre les deux blocs orange. Genre, Alors, moi j'aurais commencé par ici. Pierre-Yves, si tu peux peut-être montrer sur ton navigateur pour montrer une photo de la cathédrale. Je pense que ça pourrait être bien aussi de montrer en live aux gens. Alors c'est dangereux, mais je peux le tester. Si c'est possible, sinon tant pis. Hein. Tu Sinon, veux que je dise un mot rapidement sur le dispositif, sur comment ça se fait déjà qu'on a des blocs de pierre comme ça? oui, tu peux, oui. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on est allé sur wallonmap.be qui est constitué un site qui reprend les archives de toutes ces cartes de la ville de Liège. Et on a pris des cartes topographiques qui permettent en fait d'avoir les bâtiments, les données sur la taille des bâtiments, les reliefs, etc., qu'on a transformé en couleur, puis en nuances de gris, et qu'on a mis dans un site qui s'appelle MC Edit, si je ne dis pas de bêtises, qui nous permet en fait de transformer toutes les hauteurs, toutes les différences de hauteur dans la vraie vie en différences de hauteur de blocs ici dans Minecraft. Le problème, C'est plus ou moins ça, oui. le problème, c'est que c'est quand même relativement approximatif. C'est pas quelque chose qui peut être fait vraiment, au poil près. Et donc, on se retrouve avec donc, une forme qui est très reconnaissable. Ici, on voit bien la nef et la première partie de la cathédrale. Seulement, de là à savoir exactement où commence chaque partie et les murs bien droits de la réalité, c'est une autre question qui est qu'il faut toujours résoudre avant de pouvoir commencer vraiment le bâtiment. Surtout que nous, on a une difficulté supplémentaire ici pour le bâtiment en particulier, c'est que lors de cette étape de reproduction, si vous regardez en jeu ce que Pierre-Yves regarde, c'est que le bâtiment est coupé. Donc là, on a environ un peu moins de la moitié du bâtiment. Tout ce qui est à droite a été coupé. Donc il manque notamment le clocher de la collégiale, enfin le clocher de la cathédrale, et le reste de la nef, donc qui n'est pas représenté. Donc ce qu'on va faire, je pense, Maxime, c'est prendre la distance entre les deux blocs orange, Ouais. calculer le nombre de distances qu'on pourrait faire entre les fenêtres, parce qu'il me semble qu'il y a 3 vitraux. Est-ce que c'est possible? Ouais, ça il me semble que c'est ça. Alors, dans les photos, j'en vois 1, 2 et 3. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a un espace entre le deuxième et le troisième vitrail, je pense. Je vérifie, je reprends les photos que j'ai. Mais pour moi, oui, il y a 3 vitraux. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit espace là, tu vois, qui devrait faire 3-4 blocs. Et en fait, qui sépare justement la nef de la rotonde à l'arrière. Alors, je suis désolé, je n'utilise pas les bons termes, c'est pour se comprendre. Tu vois? Donc, je crois que il faut calculer un peu plus de 3 vitraux. Donc, style 3 vitraux plus un espace de 2 ou 3 blocs. Du style un premier vitrail ici. Je vais le mettre en noir. Un deuxième vitrail ici et un troisième ici, environ. Hop, avec un espace qui serait ici. Je crois. Ouais, Quand on aura, pour expliquer au chat aussi, quand on aura cette distance entre les deux fenêtres, alors ça reste de l'approximation, mais on a potentiellement un pattern qu'on va pouvoir répéter de l'autre côté
de la nef, donc symbolisé ici par les blocs azur qui sont ici. Mais je ne sais pas si vous le voyez, parce que je pense que Pierre-Yves est en train de galérer avec OBS. Je suis désolé, en train d'essayer d'aller voir des photos en fait. je crois que j'ai ouvert une boîte de Pandore avec ma demande. Ouais, c'est un peu. Bah laisse tomber, c'est pas grave. On va demander au chat de participer aussi. On va faire en sorte que ce soit interactif. En fait, Mais, Nico a essayé de poser une photo, mais il s'est supprimé quoi par le chat. Ouais, oui, c'est pris attaqué par le chat. il faut qu'il soit modérateur pour pouvoir le faire. Donc c'est pas grave, je vais envoyer une photo à tout le monde. Donc cathédrale Saint-Paul. Là, hop. Ouvrir le lien dans un nouvel Ibsen onglet. va poster une photo. Merci la communauté. Ah, best commu, incroyable. Donc voilà. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre les fenêtres dans la partie orange pour ensuite la reproduire dans la partie bleue. Et une fois qu'on aura ça, on n'aura plus qu'à faire le bas. On fera comment dire, le reste de la nef, enfin le reste de la croix finalement, qui est ici avec les deux très grands vitraux. Et on terminera par le clocher, si on a le temps. Et sinon, je ne sais pas si on aura le temps de le faire avec Maxime, si on fait un deuxième stream, je sais pas, on verra bien. On en discutera entre nous. Donc dans un premier temps, on va faire ça. Aussi vous dire que durant l'étape de reproduction, enfin d'exportation, que Maxime vous a expliqué tout à l'heure, cette étape a tendance à un peu écraser les bâtiments dans la hauteur, et donc il faut leur augmenter manuellement quelques blocs de haut, qu'on estime à environ, je sais pas moi, 5 ou 6, et je pense qu'il y a une cocotte quelque part. Oui, il y a une cocotte ici. Je suis en train de regarder le stream et je vois Pierre-Yves qui... Pierre-Yves l'a posé. Moi je tue la cocotte, ça y est, j'ai tué la cocotte. Tristesse. Donc bon, allez, let's go. Alors déjà, pour le matériau qu'on va utiliser, Max. Ce que je vois, ça m'a l'air vachement sombre, cathédrale, de ce que j'en vois en tout cas. On peut utiliser de la light gray, par exemple. Ça. On peut utiliser... Est-ce que ça va pas faire un peu too much avec de la stone bricks? Hop, comme ceci. Oui, c'est ça, c'est une étape qui est importante dans la phase de construction et que les animés, dont le club des mouches connaît bien. Tu peux peut-être venir voir Pierre-Yves. C'est la sélection des matériaux qu'on va utiliser pour construire. Ah. C'est toujours une forme de commun accord qu'on fait entre les animés en disant on part sur un premier style de bloc. Si c'est moche, on en utilise un deuxième, quitte à parfois transformer le bâtiment et faire en sorte que ce soit un peu différent de la réalité. Mais parfois, il y a vraiment des bâtiments qui sont tellement moches avec la couleur qui est serait la plus fidèle finalement à la réalité qu'il faut absolument changer. Alors, Max et Pierre-Yves, je sais pas vous, mais moi j'aime bien la Grey Concrete Powder parce qu'elle est un peu rugueuse. Le problème, c'est que si tu mets de la powder, tu vas devoir faire très attention parce que c'est un des rares blocs qui est victime de la gravité. Oui, je sais bien. Et ça, on peut peut-être l'expliquer aussi au chat. Pour ceux qui connaissent pas Minecraft, tous les blocs dans le jeu ont une gravité. Style... Plutôt non, pas de gravité. Non, pas de gravité. Exactement. Style, et Pierre vous le montre, si on casse un bloc, bah voilà, les autres blocs subsistent toujours dans l'espace. Sauf certains, comme le sable ou la poudre de béton, qui vont tomber. Comme ceci. Voilà. Et je vois que Pierre-Yves a déjà pris une TNT dans son sac. Non, c'est une erreur. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait pallier pour la powder? Parce que c'est vrai que ça va être un peu... on pourrait prendre de la white concrete, mais ou de la light grey concrete, même si c'est pas trop rugueux. Ou alors, on fait tout en stone slab,
Max. Ouais, ça peut être faisable, mais c'est dur pour les C'est chiant pour copier-coller, les, en fait. pour les copier-coller, en effet. Du coup, en fait, au niveau de la couleur, j'ai l'impression que c'est la Grey Concrete Powder qui passe le mieux. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer par le faire en Light Grey Concrete. Et Il y a ensuite plusieurs faire questions du chat. Il y a Jumplex One qui dit au pire tu peux mettre des ficelles en dessous, j'imagine en dessous du Oui, sable. tout à fait. On peut mettre des ficelles en Il dessous. y a, il y a Moi, Fanny qui nous demande si on va la faire sale ou propre parce qu'en vrai ils sont en train de la nettoyer. ils sont même plus en train de la nettoyer, ils sont en train de lui rajouter des couleurs qu'elle n'avait plus depuis un bon paquet d'années. Et ben, dans un premier temps, moi, ce que je vois ici, c'est que, d'après la photo que j'ai, c'est qu'elle est propre, elle est uniforme jusqu'à la... Pour toute une partie de la nef, elle me semble uniforme, sauf à 2 endroits au clocher, qui a désormais une couleur très maussane, et l'arrière de la cathédrale, donc vraiment l'arrière de la nef, qui, lui, me semble avoir été colorisé aussi. Moi, franchement, j'aurais tout mis en briques, hein. Enfin, parce que ça a l'avantage d'avoir les dérivés, d'avoir les slabs et les escaliers. Et puis Bon, ben, après, en fait, au pire, on change. écoute, on va commencer comme ça, on va faire du Stone Bricks, et C'est un peu classique. c'est un classique. Et on va bien voir comment est-ce qu'on pourrait faire le pattern. Alors le pattern, on pourra avoir, par exemple, si on fait comme si j'entends encore la cocotte. Ouais. Moi, je sais où elle est, mais je te laisse chercher. Merci Maxime, Elle est où la, j'apprécie ton support. elle est où la poulette? Elle est où la poulette? Elle est restée. Et je remercie Julie parce que elle floude complètement avec un grand talent des détails historiques sur le lieu. C'est super Incroyable. intéressant, je découvre plein de choses. Tu viens quand même de dire qu'elle floudait le chat, hein. Oui, oui, mais c'était un floud positif. Uhum. Donc merci Julie pour ton floud positif. Ouais. Floudeuse positive. Hop, donc on partirait sur quelque chose comme ça avec. Tu Des dirais quelle fenêtres. taille pour les 3 séparations? euh, Déjà les fenêtres, est-ce qu'on les ferait en 4 de long ou est-ce que c'est pas assez long? Donc là on est sur. L'espaceur de la fenêtre, à mon avis, va être de plus qu'un bloc, hein. Tu crois qu'il est de plus qu'un bloc? Ouais, c'est clairement. Enfin, il me semble en tout cas. Peut-être. Ouais, t'as raison, parce qu'en plus il faut qu'un pilier puisse passer et il faut créer l'arc de cercle au-dessus. C'est ça, tu peux Donc, avoir plein de trucs quand même. Alors, ce qui est intéressant est-ce avec qu'on. la question que Fanny posait, pendant ce temps-là, je vous laisse réfléchir en même temps, mais c'est de savoir quand on reproduit un bâtiment, c'est de savoir est-ce qu'on le fait sous la forme vraiment réaliste, c'est-à-dire avec la pollution incluse, est-ce qu'on le fait à l'époque, à l'instant T, de comment ça ressemble à ce moment-là, ou est-ce qu'on reprend une autre époque, voilà. On nous a dit beaucoup de choses, notamment sur la façon dont on a reproduit la place, parce que les voitures, ils sont en vrai assez emmerdantes. Et dans notre version, elles sont toutes bien garées, il n'y en a aucune qui roule, et elles sont toutes avec des petites couleurs très, très sympas. Donc ça amène des réflexions intéressantes. Savoir quelle est Alors, notre oui. responsabilité. Je pense que ça dépend beaucoup des joueurs en fait. Ça dépend beaucoup du groupe avec lequel on est. Nous, on a décidé au départ comment dire, d'essayer de respecter le code couleur en fait des bâtiments tel que l'on pouvait l'observer dans la réalité et sur les photos auxquelles on avait accès. Mais c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que des joueurs qui préféreront travailler sur comment dire, la cohérence des matériaux et par exemple se dire qu'il est improbable qu'un énorme bâtiment en pierre repose sur 4 piliers en bois, à moins que l'architecte ou l'ingénieur soit un pur génie, ce qui est possible, mais bon voilà, c'est que ces builders-là vont par exemple préférer faire des bâtiments qui sont cohérents en termes de construction. Nous, on a fait plutôt le choix que la carte soit reconnaissable quand on la présente à un public ou quand on est dessus.
et donc qu'elle respecte le code couleur qui est apparent dans la réalité. Maintenant, ce n'est pas le vrai code couleur, toujours, parce que c'est toujours une série d'appréciations personnelles. Et par exemple, là où quelqu'un va voir du gris ou de l'anthracite, quelqu'un verra plutôt une teinte de bleu, mais on essaie toujours de s'arranger pour le code couleur. En tout cas, c'est l'une des consignes qui, me semble, avait fait l'unanimité, ou en tout cas qui avait été acceptée par les joueurs qui étaient présents. Mais c'est vrai qu'on avait déjà eu cette discussion. Je me souviens très bien que Maxime avait une fois dit à l'un de nos animés qui était tout étonné qu'on place certains matériaux comme des blocs de redstone. Bien oui, on respectait en fait un code couleur. Du coup, ça nous paraissait plus légitime ou logique d'utiliser ce code. Alors Max, j'ai fait un prototype au-dessus. Je sais pas si tu veux venir voir. Ouais, je regarde. J'ai l'impression que ça pourrait être un début comme ça. Je regarde, c'est un peu large l'espace que t'as fait. Ouais, non, ça devrait être bien. C'est-à-dire que les fenêtres ont plus ou moins 5 d'épaisseur. Et ce serait potentiellement pas mal cohérent avec l'arrière de la cathédrale qui accueillerait aussi un vitrail de 5 d'épaisseur. Ouais, c'est fort possible. Donc, je regardais moi de mon côté pour faire en bas. Je réfléchissais un peu en même temps que toi. Ouais. Donc, tu me dis 5 d'épaisseur pour les fenêtres. J'ai l'impression que ça m'a l'air d'être plus ou moins 5 d'épaisseur, sachant que celles au-dessus doivent être plus longues forcément, plus hautes que celles en dessous. Je crois que celle en dessous serait plus. Celle au-dessus serait plus large que celle du bas. Je pense qu'elles sont plus Ouais. hautes en fait, Plus parce haute, qu'elles ouais, elles commencent un peu plus. Tu vois, on voit au-dessus de la partie inférieure qu'il y a des barrières, et je pense elles sont déjà derrière les barrières. Donc, Ouais, ça m'a pas mal. On peut partir sur ça et au pire, je retire après s'il faut. merde. Pardon. Oh zut. Ah merde. 760. Oups. J'ai essayé de faire un truc, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, Boris réclamait l'anecdote des gilets jaunes, donc je vais la raconter en même temps. C'est La quoi? que l'anecdote des gilets jaunes, pour Ah continuer un peu sur la réflexion sur comment est-ce qu'on représente une ville ou pas, en fait. C'est-à-dire que nous, la première fois. Je fais un petit tour du coup de l'autre côté. Hein. Ouais, je crois que tu peux expliquer ça, Pierre-Yves. Je reviens de l'autre côté. Si je retrouve notre quartier. Ouais, voilà, c'est bon, il est par là. En fait, des premiers ateliers, c'est vrai que nous, on était restés branchés sur la réalisation des interfaces, enfin des façades, etc., du quartier, rendre ça réaliste, etc. On n'avait pas nécessairement pensé au fait que ça pourrait être intéressant de rendre le quartier vivant. Et c'est vrai que c'est plutôt les jeunes de l'atelier qui nous ont incités à. Déjà, ils nous ont demandé très régulièrement. Très régulièrement de voir si on pouvait rajouter des personnages non joueurs, etc. Alors là, ils ont disparu parce que je pense que sur cette version-là, il n'y a pas les mobs, quoi. Mais lors de la première séance d'atelier, je crois que c'est la première ou la deuxième, je crois que c'est en novembre en tout cas. Dès la première séance, Dès la je pense. première séance, il y avait quelqu'un qui avait réalisé le premier trottoir ici que je montre, à côté du bus. Il y avait encore le bus. Et puis donc quelqu'un d'autre s'est dit tiens, je vais faire le passage pour piétons. Et directement, en fait, un des jeunes, alors je me rappelle plus qui exactement, avait placé des gilets jaunes en disant ah bah moi je vais mettre des gilets jaunes directement dessus. Et du coup, il avait mis des personnages bon, qui bougeaient pas à ce moment-là. Après, on les a refait en personnages qui bougent. C'est dommage qu'on les ait pas là d'ailleurs. Et On c'est pourra pas les intéressant parce que avoir du parce coup, qu'on n'a pas de plugin. ça pouvait. On n'a pas le plugin là, c'est pour ça. Du coup, c'était fun quoi, parce que ça nous a montré directement que c'était intéressant d'avoir une représentation du quartier, que c'était une carte en soi, etc., la carte de Minecraft, mais que c'est aussi un endroit qui peut être habité virtuellement, qui peut devenir une zone de jeu dans laquelle on rajoute des références
du quotidien, etc. Donc ça nous a pas mal interpellé. Et donc finalement ils sont passés sur la carte. Quand on a le plugin, ça s'affiche correctement. Et du coup en fait c'est vraiment quelque chose qui peut arriver que pendant la période des gilets jaunes, quoi. C'est marrant aussi de voir la... C'est quelque chose qui nous a posé question aussi au début. Ouais. On s'est dit, est-ce qu'on. Enfin, c'est quelque chose de chargé politiquement, c'est relié à l'actualité, alors Est-ce qu'on doit se les sentir garde obligé de leur expliquer c'est quoi les gilets jaunes, par exemple? Est-ce qu'on les laisse ça Est-ce que sur ça la doit carte? devenir un sujet de discussion, c'est ça. Puis Est-ce qu'on même, dépolitise la carte? Finalement, on a décidé de tout conserver. ouais, on pouvait se demander aussi en termes de reproduction même, ce qui va avec ce que Fanny demandait au niveau de la pollution. C'est-à-dire, est-ce Ouais. qu'on fait une carte intemporelle ou est-ce qu'on la marque comme un instant T? Puis Ou est-ce qu'on fait juste, est-ce qu'on risque pas aussi, tu sais, des fois de faire une carte idéale, quoi, de la ville, plutôt qu'une carte réaliste qui montre pas ses mauvais côtés, qui montre pas la circulation, qui montre pas la pollution, etc. Tout à fait. Ouh. Pardon, j'ai eu un hooker. Incroyable. Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un pattern à côté pour pouvoir le copier-coller? C'est ça. Donc, est-ce que ça, ce sera trop haut? Merci Julien. Alors, est-ce que ça, ce sera trop haut? Je ne sais pas. Maxime, t'en penses quoi? C'est trop haut, ça? De toute façon, on va devoir 2-3 blocs mon pattern ici. Alors Donc, on va Damien mettre Hansen s'est connecté si jamais on veut le TP. Ouais, je vais me charger de ça. HTTP. Alors, pour le chat, Damien Hansen est un collègue du Liège Game Lab qui eh bien, a accepté de se prêter au jeu de venir build avec nous. Coucou C'est très cool. Damien. Voilà. Et voilà. Damien, je t'ai mis en créatif, je t'ai TP sur nous et je t'ai mis les droits pour Ah, il est là. construire avec nous. Il le... toi c'est toi. Ça c'est toi. Hey yo. Hey yo! Je vais te faire une offrande pour ton arrivée. Voilà. Il a la cocotte, ça y est. C'est lui qui a la cocotte. Du coup, je suis pas satisfait. Je crois qu'il faudrait un bloc de 3 ici, en fait, plutôt qu'un bloc de 2. Parce que ça permettrait de faire la colonnade ici. Mais est-ce qu'on perd pas un peu le... Je crois qu'on va partir là-dessus. Oui, on va partir là-dessus. Moi, juste ici en bas, j'avais juste accepté que la colonnade elle venait pile au milieu d'un truc de 2 mètres et que donc je savais pas la mettre au milieu, que donc je devais choisir où je voulais mettre mes colonnades. Donc, Écoute, honnêtement, quand j'y réfléchis, regarde, ça me semblerait, si je voulais faire un truc plus ou moins, tu vois, avec l'espace, ça me semblerait plus ou moins réaliste. Un truc avec finalement des colonnades de 3. c'est Comme normal ça. que t'aies que 4 ici? Ah non, c'est pas normal, en effet. Ok. En bas aussi, je pars alors sur une colonnade de 3? Je sais de pas. large. Je sais pas, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est peut-être trop. Mais ça va créer en fait un souci Wow. par après. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre-Yves? Il n'y a pas beaucoup de sol en fait. Ah oui, non, de fait. La map est pas prévue. Ici, t'es vraiment à la couche la plus basse, hein, je crois. Donc là je suis là, donc j'ai la preuve, enfin la terre est plate. Ah oui, en effet. Et là je suis en dessous. Le fait que tu ne vois pas l'origine. Bon, j'ai envoyé un poulet dans l'espace du coup. Du coup, non, c'est bien des 5. Ce qui fait que... Hop, si je fais ça, est-ce que... Et est-ce que ça foire pas un peu tout? Non, on voit pas assez de différence si je fais ça. Donc je propose qu'on reparte sur 2 comme tu l'avais fait. Donc, Ça permettra de rendre compte un peu mieux de la distance qui sépare. Parce que je crois que si on fait 4 de fenêtres à chaque fois... Attends, je regarde. Hein. Si on fait 4 comme ceci... Ensuite qu'on On a n'est jamais 4. trop prudent.
En fait, il faut bien. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut bien se dire qu'on n'arrivera pas à être, comme on disait, photoréaliste. Ah, merci Nous, Fanny, on du peut coup, se pardon. limiter à des blocs de 1 sur. On considère environ qu'un bloc est égal à environ 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre. C'est un peu moins d'un mètre, ouais. Mais donc, c'est impossible de faire, de placer un élément entre deux blocs ou sur. On n'entend pas super Après, bien Maxime, apparemment. Ce serait bien d'augmenter ta sensibilité de micro. Ok, je vais essayer de faire ça. et Max, est-ce que si tu peux regarder après, je pense que ça pourrait passer ça aussi. Plutôt que de faire des 5, on partirait sur des 4. Et ça permettrait de... Comment allô, Là, on t'entend plus du tout. Là, maintenant, on t'entend. tu m'entends mieux? Alors parle un petit peu, puis le chat nous dira s'il faut augmenter encore. Tu vas donc me demander quoi les voix. Alors, moi, je t'entends, mais j'entends que tu as des bugs dans la voix. T'as des bugs dans la voix. J'ai des bugs dans la voix. Ouais, c'est très beau ce que je dis. Maxime, Et allô? on a C'est perdu comment- Maxime. là, Ouais. comme ça? Non, comme ça? Ouais. Ok. En fait, c'est en voulant augmenter la sensibilité de mon micro, je l'ai diminué. Je vais juste faire exprès. Parce que c'est pas super bien expliqué. Et pas du tout parce que je manque de compétences. J'allais le dire. Bon, Écoutez parler, messieurs. Max, si on fait des fenêtres de 4, il y a moyen de mettre un poteau comme ça, regarde, systématiquement, sur les deux côtés, et de respecter plus ou moins l'image que je vois devant moi. Donc à la place, tu fais des poteaux de 3 entre, et les fenêtres font 4. Ok. Est-ce que ça t'irait? Oui, oui, c'est assez facile à refaire, il me semble. Eh bien, c'est parti. Alors, du coup, est-ce que Pierre-Yves, il y a d'autres questions dans le chat, par hasard? Non, alors au niveau du micro, on est bon. Le chat, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Je sais pense aussi. que je voulais remercier Fanny parce qu'elle a du coup elle a linké une photo des gilets jaunes dans Liègecraft pour que les gens puissent aller voir. Et j'en profite du Cool. coup pour dire que il y a le site liegecraft.be sur lequel en fait on a vraiment mis l'ensemble des données du suivi du projet, etc. Et donc ça permet aussi de voir. Voilà. Je trouve qu'on n'a peut-être pas assez dit d'ailleurs que tous les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure avaient été créés en bonne partie par d'autres personnes que nous, Oui, oui, tout à fait. qu'on remercie, qui ont vraiment fait un boulot de fou. Et donc sur ce site, liegecraft.be, vous pouvez vraiment retrouver à la fois les comptes rendus de chaque atelier. En dehors des ateliers dont j'ai parlé, il y a eu pas mal de one-shot, donc on en reparle aussi. Voilà. Et Et peut-être que maintenant je sais pas exactement si c'est chouette de faire ça, mais je sais que dans ton module, donc sur le MOOC, il y a un passage, donc une séquence qui est dédiée au projet des institutions culturelles qui mobilisent le jeu vidéo. Et j'ai l'impression que ça, les Hashcraft, peut-être peut faire la passerelle avec la séquence que tu as présentée. waouh, c'est vrai. Bam! D'un coup, sec. Dra. Euh, oui, bah d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui se font que j'ai pas encore tout à fait sur lesquelles j'ai pas encore pu me renseigner complètement, mais d'une part, il y a ce qu'on fait, il y a des choses qui ont été aussi mises en place par Arrêt Public. Si jamais Ekin est dans le chat, n'hésite pas à nous en parler et à renvoyer vers tes propres projets. Je sais que lui, il fait un mémoire de master dans lequel il utilise Minecraft pour travailler euh, sur l'amélioration des compétences en citoyenneté des jeunes. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, effectivement. En fait, c'est quelque chose aussi qu'on disait un peu
je sais plus quand est-ce qu'on l'a dit, mais en gros, lors de mon live du cours sur le jeu vidéo amateur, il y avait un des participants du chat qui disait qu'il avait commencé à créer des jeux vidéo en fait parce qu'il avait commencé par créer des cartes dans Minecraft. Donc ça c'est un truc qui est intéressant. Il y a aussi ça, moi j'ai eu des échos aussi dans mes entretiens de personnes qui ont commencé à créer des jeux vidéo en commençant par des maps scénarisées sur StarCraft ou des choses comme ça. Minecraft c'est vraiment, c'est une réflexion qu'on se faisait la dernière fois, c'est vraiment un outil, enfin un outil jeu quoi. C'est-à-dire que le mode créatif, franchement, il faut pas grand chose, faut pas enlever grand chose pour vraiment avoir un pur logiciel de création. Je dirais que tu disposerais les menus autrement, tu enlèverais l'aspect avatar, etc. Tu te retrouves vraiment face à un logiciel de création 3D avec des blocs. C'est possible. Et donc le sentiment, et à la fois on a vraiment le sentiment d'être dans un jeu vidéo, donc c'est intéressant. Après oui, du coup c'est un outil qui peut être intéressant pour toutes les institutions qui veulent utiliser qui veulent impliquer notamment des jeunes publics, qui veulent faire des choses un peu créatives euh, dans leur centre culturel, dans les musées, etc. hein, Mais d'ailleurs, on voit des choses un peu popper dans tous les jeux qui sont un peu créatifs. Là, par exemple, pour Animal Crossing en ce moment, je sais qu'il y a un musée, je crois que c'est en Angleterre, je crois que c'est un musée de l'agriculture en Angleterre qui a sa propre île. Incroyable, Ouais, génial. et qui a reproduit des choses pour qu'on puisse faire une espèce de visite virtuelle. Ah mais c'est trop bien. Et donc, comme le dit Riker, qui est dans le chat, effectivement, qui a découvert des cartes fan-made dans Counter-Strike et qui a été bluffé, bah oui, il y a évidemment, en fait, quand tu regardes les créations de fans dans ces univers-là, en général, comme ils sont vraiment motivés, parce que ça leur fait plaisir de faire ça, qu'ils sont souvent très organisés, mais de manière très fluide, il y a vraiment du travail qui est vraiment très très abouti, quoi. On peut vraiment avoir des choses très bien faites. Alors les institutions, après, souvent vont se sentir un peu démunies sur il faut avoir quelqu'un en interne qui connaisse bien Minecraft, etc. Bon, nous, C'est vrai que ça peut être un frein aussi pour certaines institutions, comme tu dis. ouais, moi après j'ai lancé, par exemple quand j'ai lancé l'idée de Liègecraft, j'ignorais complètement que j'ai l'impression que ta caméra elle freeze, je vais aller vérifier. Il y a deux, trois mots que j'entends pas quand tu parles, Kirill. Moi j'ai la caméra d'Alexis qui freeze, mais je sais pas si elle, enfin elle est toute verte, je sais pas si c'est pareil dans le chat, faudra que le chat me dise. C'est mon fond vert qui revient, ça, c'est pour ça. Je ne suis pas lent. Euh, Donc après quand on a lancé Liègecraft, moi j'avais lancé cette idée là parce que pour toute une série de raisons. Mais en fait j'ignorais complètement que Maxime et Alexis étaient déjà des joueurs de Minecraft quoi, parce que si vous l'aviez pas été, on aurait fait 2-3 séances, ça aurait été rigolo et puis voilà. Mais là on a pu pousser l'idée plus loin parce qu'en fait il fallait quand même apprendre c'est tout un investissement en fait d'apprendre quand même un jeu vidéo à manipuler ce truc là, c'est un peu comme c'est peut-être plus intuitif quand même qu'un logiciel de création 3D habituel, etc. Là, il faudrait que Hamza de l'équipe nous en dise un peu plus, mais j'ai l'impression que c'est un poil plus intuitif ou plus facile, pas un peu intuitif, c'est pas le bon terme, mais en tout cas c'est un poil plus accessible. Mais ça reste quand même un apprentissage, surtout pour des non-joueurs ou pour des non-joueurs PC ou des voilà. On voit vraiment la cathédrale se construire petit à petit, c'est magnifique. Si tu crois je dois le mettre à quelle distance ici à peu près des fenêtres, genre je dois laisser combien d'espace? C'est une bonne question. Et vous remarquez aussi sur le chat que Maxime et moi avons des styles de build qui sont relativement différents.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on observe toujours dans les ateliers Legecraft, c'est que tout le monde a un style, enfin, une manière de construire qui lui est propre. Et la plupart de la richesse des bâtiments vient d'une forme de compromis qu'on a entre faire tous plus ou moins la même chose, mais avec des patterns qui diffèrent à chaque fois. Donc, en fait, c'est pas toujours tout le temps la même chose. Au contraire, c'est multiplier les styles. Et donc, tu me posais quoi comme question, Maxime? Excuse-moi. Je te demandais combien de blocs tu voulais entre. Enfin, combien de blocs il te semblait qu'il devait y avoir ici. C'est Entre une ton question. pattern et mon pattern. Voilà, ça c'est typiquement une question difficile parce qu'en fait on n'en sait rien et la seule manière de plus ou moins estimer ça, c'est d'aller sur Google Earth. Oui, Google Earth qui en fait donne une vue 3 dimensions de la. Enfin, c'est pas une fausse 3 dimensions, hein, c'est une 3 dimensions qui crée, comment dire, qui est créée artificiellement. Euh, et en fait, c'est difficile de donner une estimation parce que on a des échafaudages partout. Oh merde. Mais passe-le. Ah ouais, non, Google Earth, tu peux le passer en. Comment? En version plus ancienne? Eh bien, Maxime, en fait, c'est une bonne question que tu poses là parce que c'est ça qui va générer le milieu en fait de la cathédrale. Je crois que là, on peut tricher un petit peu parce qu'il me semble que là, on commence le toit qui mène jusqu'aux fenêtres. Donc, une fois qu'on a délimité le toit, sa longueur, on sait où s'arrête plus ou moins la nef. Alors, soit on respecte ce qui a été fait là et on suit ce pattern-ci. Et alors, je peux augmenter, tu vas augmenter la hauteur des fenêtres ici. Et on Mhm. détermine juste la courbure du toit, du style, si on fait un truc comme, tu vois, un truc comme ça, hop. Et bien Mais par euh, exemple, mais y a pas de toit entre les fenêtres et les. moi Entre je les vois un niveaux toit, ici. je vois un toit sur la vue 3D. Ah ouais? Maintenant peut-être que le chat peut me corriger, mais moi d'ici, je vois un toit. Ouais, je vois un toit. Julie, on a besoin de toi! Quelle est la question précisément? Le toit ici. Est-ce En que le... fait, on se demande si ici il y a un toit ou si c'est juste. Alexine dit qu'il y a un toit, pour moi il y a juste une grosse zone plate ici. Ah, En fait, le toit est de l'autre côté. Tu as peut-être raison. Le toit, il est de l'autre côté et ici, c'est plutôt une zone plate avec les arcs-boutants. Ouais, pour moi c'est ça, en tout cas. Il faut juste déterminer la longueur, enfin la largeur de ce toit. J'ai Ouais. l'impression que ce pattern aussi, ici, en fait, les fenêtres me semblaient être plus ou moins au niveau de je l'élément reviens dans une vitrail qu'il y a. minute, les amis. Ça va. Il me semblait qu'ils étaient plus ou moins au même niveau, si tu veux. Et que donc ça va être relativement large, en fait, le toit ici. Après, il me semble aussi que les distances sont un peu agrandies en termes de largeur, enfin, qu'elles sont J'arrive pas à faire ma blague. autant en hauteur, ça aplatit un peu, autant en largeur, ça agrandit un peu. Est-ce que Ah, on le chat parle de... répond. Julie dit je ne pense pas qu'il y ait un toit de mémoire. Je reviens. Alors, je vois une légère, enfin un toit léger de l'autre côté, donc du très grand vitrail de la façade avant. Maintenant, on peut partir du principe que le toit est plat. De ce côté, Saint-Paul ou cathédrale? On est près de Saint-Paul, là. On Attends, est, on est côté cathédrale. ah, Parce que côté de je vais- Saint-Paul, c'est le côté inverse, là où il y a notamment un truc de Solidaris et la grande place. Donc, est-ce que on augmente encore la hauteur des fenêtres, par contre? Vraie question. La tienne, à mon avis, devrait être un poil montée pour aller avec les miennes, mais je sais pas exactement ce que ça rendrait. Non, tu vas avoir des trucs trop grands si tu fais ça. Euh, Est-ce que je
Je pourrais monter les fenêtres et simplement mettre en dessous un début comme le tien, tu vois, donc simplement un muret avec escalier et, euh, et pour augmenter Ouais, un peu artificiellement. faut peut-être ça, augmente un ou deux. Oui, comme ça, regarde, oui, tu vois, regarde, il y a la hauteur du toit comme ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, attends. 4. Ah, on est d'accord, hein, il y a un toit quelque part. Hop, la quête du toit. Ta, ta, ta. Ça, c'est peut-être trop haut par contre. Peut-être le Ouais, descendre. ça c'est trop, moi j'aurais mis 3 blocs, hein, maximum. Hop, Parce que là, tu vas avoir une cathédrale de 42 mètres 50, enfin de 400 mètres de haut. Tu vois. comme ceci. Ouais, Ah, 3 zut, maximum. j'ai pas pris, j'ai pas pris le haut avec. Tant pis. Alors, oui. 3 maximum, là t'es déjà quasiment 5 au-dessus de la fenêtre, quoi. Je Entre la crois qu'on fenêtre peut et ça. dire que c'est bon là. Hmm. Ouais, au Max. maximum comme ça, ouais. Ok. Parfait. Alors, on part là-dessus. Ce qui nous donne un pattern. Par contre, est-ce qu'il faut que je recule mes fenêtres pour être bien mis avec toi, pour les arcs-boutants? Je crois aussi. Encore les reculer? Genre, encore les Je vais renfoncer? pas les renfoncer ici, mais les reculer vers la gauche, Vers la gauche? pour que les Euh, arcs-boutants ici soient bons. j'ai essayé Non, de non, me mettre, non, 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 pile non, non, sur toi. Ouais, ils sont pile sur, ils sont pile dessus. ouais, j'ai essayé de me mettre pile sur toi. Alors, Damien, oui, tu vois, il y a un petit toit en fait, mais c'est de l'autre côté. Donc, c'est pas Ah, à cet endroit-ci du bâtiment, mais c'est de l'autre côté, un peu plus loin. Donc, ici, il n'y aura rien. Et, et je crois que ça nous a dit que Pierre-Yves est de retour. Bonjour. Je suis chercheur. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? ouais, c'est ça, le toit il est de l'autre côté, c'est ça. Il Oui, est oui, oui. sur cette façade-ci. Yep. Donc, hop. Voilà. Pour moi, en fait, enfin, de ce que je vois sur les photos, j'ai l'impression que les fenêtres, elles commencent vraiment directement sur le toit, hein. Genre, elles Et commencent ici. je crois qu'on va faire ça. Que tu as raison. Donc c'est logique que tu les vois pas totalement quand tu es au sol, quoi. Tu as raison. On va faire ça. Donc, on va faire des petits murets pour être quand même raccord et joli. Là, comme ça, ceci. Et on va faire démarrer les fenêtres juste en dessous. C'est simplement une question de ici, en fait, ça me semble large. Où ça? La largeur, en fait, entre les deux fenêtres me semble large. Après, tu peux essayer de raboter un petit peu, hein. Écoute, voyons déjà ce que ça donne comme ça. Et au pire, on pourra raboter après. Ouais, c'est ça. On va tester les angles. Donc, diminue les fenêtres, là où tu avais mis. Abaisse-les Là- peut-être un petit peu. Oui, oui, je vais les abaisser. Je fais juste les. Histoire que ce soit raccord. Tap, 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 tap. Ah, Je me souviens de ces arcs. Ah, enfin, les contreforts et tout ça. En fait, j'ai déjà testé une fois. Moi, il y a assez longtemps, cette cathédrale. Le problème, c'est que j'avais pas du tout de distance comme ça. J'ai dû faire tout à l'œil. Et c'est une galère sans nom. Ah oui, mais je pensais que tu rabaisserais vraiment tout en fait. Parce que là, tu vas oui, faire vraiment carrément. des grandes fenêtres. Tu as raison. Genre, elles vont être vraiment hautes. C'est du style. Parce qu'on a l'air un peu large, tu vois, un peu massive normalement dans la vraie vie. Que si tu les gardes comme ça, elles vont être vraiment hautes. Elles vont être très allongées. Attends. Euh, Damien, si tu veux essayer un truc, pendant que nous on garde ça, si tu m'entends, tu peux peut-être essayer de
de proposer déjà un truc ici. Regardez comment ça pourrait se mettre. À mon avis, ça c'est bon comme hauteur, non? Ouais, ça me semble déjà mieux. Super, maintenant il ne reste plus qu'à remplacer par du 175. Hop, ah merde, c'est 160 points, 160 points Tu virgule, veux remplacer par quoi? 175, 160/15. Donc le deux types de fenêtres. J'ai Ah, oublié. 162.15. Oui, voilà, 2.15. J'avais oublié. Top. Voilà. Ça va, Pierre-Yves? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? Parce que comme ça, je regarde le chat. Tu crées un pont. Non, en fait, je suis en train de me créer un cadre. Un cadrage. Rapprocher une connerie, c'est une puissance. Ok. Hop. Il me semble que comme ça, maintenant, on est raccord. Et voilà, voilà. Bon. Donc, est-ce qu'on teste les arcs-boutants maintenant? C'est une bonne question. Le mec qui se félicite de sa propre question. Moi, franchement, je dirais que oui, parce que il est déjà 18h30. Je sais Ouais, pas ouais. combien de temps tu comptes faire durer le live, mais moi, je pense partir sur 2 heures max. Enfin, à moins Oh, que vous vouliez faire 3 heures, mais ça me le semble mec long. directement là qui fait ah non, c'est bon, ça reste une demi-heure, je me casse. Non, c'est bon. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est aussi pour les viewers, moi. Et, Non, mais moi je peux pas rester au-delà de 19h non plus. ouais, ça. Donc, à mon avis, déjà, tu pensais qu'on aurait fini, genre en 2 heures, fini la cathédrale. Tu me semblais fort optimiste. Non, j'ai dit que c'était possible. Nuance. Et je C'était suis toujours optimiste. d'accord. Ça y est, ça va se bastonner. C'est maintenant. Hop, alors, du coup, il me semble que comme ceci. J'ai toujours tes poulets, Pierre-Yves. Là, j'ai fait un beau petit setup. Je le vois, hein. Je le vois, le poulet. C'est une mise en abîme, comme le relève très justement Fanny. Est-ce qu'on partirait sur quelque chose comme ceci? Je vois Ah, ton poulet. j'ai été TP je sais pas où. Près de ton poulet. Maxime, Oui. est-ce qu'on partirait sur quelque chose comme ceci? Tu es sous la cathédrale, Pierre-Yves. Je crois te D'accord. voir quand même. Oh, mais arrêtez de Si. me téléporter. Oui, je regarde, je regarde. Ou est-ce que tu penses qu'il faut faire plus haut encore? Il me semble que ça vient plus haut. J'ai l'impression que ça viendrait à peu près ici. Non, peut-être ici. Donc, il faudrait augmenter potentiellement ceci. Non, en fait, c'est super dur à dire. Hmm, Ça Je va crois qu'on regarder avec la photo. ici. À mon avis, ouais, ça viendrait un tout petit peu plus haut. Hop, probablement Comment est-ce qu'on fait pour changer la vue? Non, on peut changer un peu la focale et tout ça, mais je sais plus où ce que c'est. T'as des options, je pense. Tu fais Escape, options, et puis c'est le FOV, je pense. Ah ouais. Voilà. À mon avis, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Bah, en fait, ce que j'aurais fait, Dis-moi, vas-y, propose. euh, À mon avis, il faut plus courber l'arc-boutant. ouais, moi je serais parti sur une base plus de par bloc, tu vois. Ouais, ce serait peut-être mieux. Peut-être changer la couleur pour bien voir ce que c'est, mais hop, en effet. Après, ouais, sur base de ça, tu peux essayer d'avoir éventuellement une courbe, mais c'est pas facile à faire. Je sais pas trop comment donner une courbe. Euh,
Ok, bon. Je vais envoyer un truc comme ça. Alors, non, Fanny, en fait, si on n'a pas. En fait, à la fin des séances qu'on s'était fixées à la base, on n'avait pas encore fait la construction des intérieurs parce que, en fait, de base, on s'était dit que c'était probablement quelque chose qui était moins. Bah, disons, qui était moins urgent pour nous, quoi. On voulait au début vraiment qu'on se fixe sur les façades parce qu'on voulait recréer un peu un sentiment de quartier. Ceci dit, c'était pas nécessairement notre meilleure décision, d'une part parce qu'il y avait beaucoup de membres de l'atelier, de participants qui voulaient en réalité faire les intérieurs, moi y compris d'ailleurs. Enfin, c'est quelque chose où en fait je m'en suis rendu compte que c'était sans doute quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus. Enfin, en tout cas, peut-être pas plus, mais en tout cas assez fun pour la part des participants aux ateliers. De devoir faire les intérieurs. Après, il y a des intérieurs auxquels on n'a pas du tout accès. Mais à l'UNIF, on aurait pu se débrouiller, parce qu'en plus on a les accès, donc on aurait pu faire des visites guidées. D'ailleurs, on a fait des endroits auxquels les gens n'ont pas nécessairement accès, comme les cours intérieurs, certains bâtiments, etc. Ouais. Mais donc, après, on s'était dit, bon, on fera ça à la fin si on a le temps. Finalement, on en a fait quelques-uns. D'ailleurs, je peux peut-être vite fait aller retourner là-bas. Je vais vous montrer un peu. Là, il y a des. Je pense qu'il y a quelques intérieurs qui ont été faits, notamment. Bah, notamment celui que tu as fait d'ailleurs, Fanny, le café, le Darius. Alors après, c'était complété par d'autres qui ont fait une espèce de trappe ici. Parce qu'on sait pas très bien comment faire les escaliers. Hop, si j'y arrive. J'arrive pas à y aller. Parce qu'il y a ce truc, voilà. Bon. Voilà. Donc ça, les gens ont pas regardé comment faire. Il y a quelques intérieurs comme ça qui ont été faits. C'était un peu le moment plus fun, quoi, dans la... C'est un peu rigolo de les refaire juste de mémoire, ça peut donner des réflexions intéressantes pour d'aller recomparer par après les lieux et la manière dont on les a produits de mémoire, ça c'est sûr. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait des bâtiments, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les bâtiments qu'on a le plus l'habitude de voir, en général, en fait, tu les regardes quasiment plus, tu te rends pas compte en fait de comment ils sont créés, comment ils sont construits, comment ils sont structurés, etc. quoi. Donc ouais, c'est intéressant de. Après, ça fait très bizarre parce que du coup, tu passes 4 heures à regarder les photos de ce bar par exemple et à aller regarder comment est-ce qu'il est fait, etc. Puis après, quand tu repasses devant, c'est marrant quoi. Ça te fait une drôle de sensation. Puis surtout, tu te dis ah oui, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait une fenêtre à tel endroit, etc. En plus, on a eu la chance d'avoir Julie qui nous a fait des visites guidées dans la ville, je pense 2 fois au moins. 2 fois 1 heure et qui nous a un peu expliqué certaines choses. Moi j'ignorais tout sur l'histoire du bâtiment, sur l'histoire des bâtiments en présence, sur l'histoire du quartier, des anecdotes avec des personnages, etc. Donc ouais, je me demande s'il n'y avait pas des intérieurs. Ouais, il y a des intérieurs qui ont été faits vaguement ici. Ouais, ils sont vides. Je me souviens bien, les principaux, c'est le Darius et ce qui est maintenant le Pépouze que toi tu as. Ouais. Ouais, c'est 2 cafés en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait l'intérieur des 2 cafés avant toute chose, c'est vraiment des lieux sociaux, etc. Dans l'université, on avait commencé à creuser, mais on n'a pas fait vraiment l'intérieur à proprement parler, quoi. Oui, c'est ça, on n'a pas vraiment reproduit l'intérieur du café, on a plus, on s'est marré, quoi, à faire les... Voilà. Donc l'intérieur de l'université n'est pas exactement comme celui-ci, il est un poil plus éclairé. Hein. On a quand même fait les escaliers jusque là. Tic 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 tic. Ah, on avait commencé à faire la salle. Hein. La salle académique qui est vraiment... Non, la salle des professeurs qui est vraiment... pas du tout aboutie. Non,
C'est tellement éclairé, on dirait un conseil de fac. Les private jokes, ça commence. Hop. Ouais, Max, ouais, donc c'est vrai que donc, Fanny dit ce serait intéressant d'avoir des amphis à disposition pendant le confinement, clairement. je n'ai pas compris la fin de ce que tu disais. D'avoir des amphis à disposition pendant le confinement. Oui, j'avoue. Donc voilà, une fois qu'on a un pattern, Pierre-Yves, tu peux peut-être venir voir. Je suis là, ça Euh, charge. Ouais. il ne nous reste plus qu'à le reproduire sur le côté, simplement, et voir comment après allier les deux. Et puis ensuite le faire à l'arrière, faire la même chose à l'arrière. Donc Riker, voilà. si tu as un lien vers ça, n'hésite pas à nous dire. Il nous explique qu'il y a l'EPFL à Lausanne qui. Il y a des gens qui refont le PFL sur Minecraft avec des amphis et tout. Si jamais t'as de la docu, je veux bien. Ouais, j'ai vu qu'il y a Louvain qui fait. Enfin, mais c'est. Il y a Louvain-la-Neuve aussi avec Ouais, des étudiants qui s'y sont qui mis. l'ont refait. Bon, c'est pas anodin, hein. Les Alors gens aussi ont besoin de. peut-être pour terminer ce stream, parce que là je crois qu'on va tout doucement arriver sur la fin. Et euh, même si, enfin, c'est vrai que j'aurais voulu que ça aille plus vite, évidemment, mais ça c'est toujours quelque chose qu'on observe quand on construit à plusieurs. Je l'ai pas trop avancé dans le sens où j'ai essayé de respecter l'élément comme il est mis, mais si tu penses qu'il est trop avancé, tu peux essayer de le reculer. Ils doivent pas être au même niveau? Écoute, je ne sais pas parce que quand je vois sur la photo, j'ai l'impression que celui-ci est un peu plus vers l'avant. Et quand tu voyais la forme du bâtiment tel qu'il a été projeté via GIMP et via MC Edit, il était comme ça. Maintenant, essaie un peu de le reculer pour voir ce que ça donnerait Ben, avec. je pensais en fait juste le mettre au même niveau que l'autre. Bah, peut-être pour le truc, ouais, peut-être, ouais, 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 ouais. Et peut-être terminer le stream par parler des axes de recherche qu'on a eu. Parce que bon, il y a aussi ce côté recherche dans Liège-Craft qui est présent, même si on le voit, il y a des forces ludiques dans le jeu qui doivent parfois être canalisées. Euh, mais au niveau de la recherche, il y a quand même un processus, un protocole d'interrogation qui est en train vraiment de se développer sous plusieurs axes, évidemment, qui est l'axe du dispositif de médiation culturelle dans un premier temps, c'est-à-dire on est à un dispositif qui mobilise le jeu vidéo pour interroger des problématiques sociétales, des problématiques d'ordre politique également, puisqu'on a une emprise ici sur l'urbanisme. Donc ça, c'est d'un côté le dispositif en tant que tel. Et plus généralement l'interrogation du jeu vidéo par une institution culturelle, et comme Hamza Bachandi le fait par exemple. Et puis on a d'autres axes de recherche qui sont plus propres au jeu, à Minecraft et à la mobilisation de Minecraft en particulier, notamment d'un côté le pouvoir de destruction qu'on a dans Minecraft qui est très important et qui est mobilisé par l'animation aussi. Et je ne sais pas si tu veux introduire le sujet, Pierre-Yves, pour qu'ensuite on se répartisse un peu le truc entre nous. Alors, tu veux que je te dise quoi là? Tu peux peut-être parler de Mons. Alors, là, à Mons, on a fait une communication scientifique que je serais incapable de refaire de mémoire, hein, je t'avoue. Oh, petit joueur. Mais par contre, il y a un résumé, je pense, qui est disponible sur liegecraft.be. Après, ouais, ce qu'on a montré, en fait, c'était essayer de ce qu'on a essayé de. Là où on a essayé de réfléchir un peu sur ce qu'on faisait, c'était en gros sur cette question que j'ai un peu introduite tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, ce qui est intéressant, c'est que au début, nous, on a vraiment conçu Minecraft comme un outil de reproduction en termes genre on va faire la carte du quartier, on va faire la carte de certains endroits, on va la faire la carte virtuelle. Mais que c'est une carte qui est jouable quoi. Et le fait que ce soit une carte qui est jouable, elle devient vite habitable, elle devient vite un support de projection de ses propres envies, ses propres réflexions, ses propres références, etc.
Donc il y a une tension, je pense, qui est inhérente au processus de faire des ateliers avec Minecraft, c'est que il y a cette tension entre reproduction du réel et habiter un espace virtuel. À partir du moment où tu habites un espace virtuel, t'as pas nécessairement le besoin de que ce soit une référence à l'habitation réelle. Là, le fait que dans le groupe, il y ait des gens qui soient usagers du quartier, des gens qui soient pas du tout usagers du quartier, c'était intéressant aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'était peut-être logique qu'il y ait certaines choses à tels endroits, parce qu'en fait, pour eux, ça fait référence à leurs usages au quotidien. C'est normal qu'il y ait, je sais pas, le studio bus, parce que pour nous qui passions sur la place, il y avait un bus qui avait un peu popé là dans notre vie sur le truc, donc on a mis le bus du studio bus. Mais pour d'autres, ça avait aucune accroche particulière. Puis au contraire, tu vas avoir des gens qui vont avoir. Moi, j'avais besoin de faire l'intérieur du café où j'ai passé beaucoup de mes heures après les cours quand j'étais étudiant et tout ça. Donc, c'est des endroits un peu où tu te sens un peu chez toi en fait. T'as l'impression de. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en cause en fait. Il y a à la fois dans l'animation, je pense qu'il y avait ce souhait de renvoyer à un travail sur comment est-ce qu'on reproduit un quartier dans Minecraft de manière à ce que on travaille sur notre propre représentation d'un quartier dont on a l'habitude, etc. Et à la fois habiter un quartier virtuel pour le quartier virtuel, c'est-à-dire simplement habiter un endroit créé de toutes pièces, entre guillemets. Donc le travail d'animation, il doit. Je pense que si d'autres associations veulent se lancer là-dedans, ça peut être une bonne chose à avoir en tête, à garder en tête. C'est que l'animation doit faire le lien entre l'élément créé et le réel. Si le souhait c'est de travailler sur le réel, quoi. Que ça va vraiment pas du tout se faire de manière intuitive et seule et facile, etc. Ça doit vraiment se faire quelque chose. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit se faire de manière voilà, organisée, réfléchie, etc. Je dirais même que l'animation, elle a un rôle finalement qui est, comment dire, qui est de faire en sorte que le dispositif puisse, le dispositif jeu, je veux dire, puisse aussi, l'animation doit accompagner en fait le potentiel qu'il y a dans l'expression possible à travers le jeu. Et je pense notamment à la destruction qu'on a observé dans Minecraft, parce que ceux qui connaissent le jeu connaissent évidemment le potentiel de destruction. La preuve, c'est que Thierry avait de la TNT tout à l'heure, et lors d'ateliers, on devait freiner parfois l'utilisation de la TNT, de la lave, etc. On s'est d'ailleurs fait plaisir sur le tout dernier atelier où là, on a tout fait exploser. Et parce qu'il y a un potentiel de destruction dans le jeu qui est au fondement même de Minecraft, puisque vous apprenez, et ça c'est Maxime qui le répète souvent en animation, vous apprenez à détruire avant d'apprendre à construire. Parce que pour construire dans Minecraft, il faut avoir les ressources que vous obtenez par destruction. Dans le mode survie, ouais. Dans le mode survie. Donc l'une des premières, c'est pour ça d'ailleurs que le clic gauche de la souris est un clic de destruction et le clic droit un clic de construction, c'est parce que vous êtes d'abord invité à détruire avant de construire. Donc il y a un potentiel de destruction qui est présent dans le jeu. Et ce qu'on avait analysé dans 2 itérations du projet, donc le club Liège-Craft qui a eu pour but de reproduire Liège comme vous le voyez, mais également les Liège Craft Challenge, qui est une 2e série d'animations durant lesquelles les animés ont transformé la place du Ventoux. Donc, ils en ont fait une place du Ventoux steampunk, des cartes narratives, des cartes idéalisées. Ils ont repimpé l'université de Liège. Il y en a un qui l'a transformé en château médiéval. Il faut aller voir ça. Les cartes sont disponibles sur le site liegecraft.be. Et il y a toutes les cartes qui sont accessibles pour tous ceux qui avaient accepté de les rendre visibles et qui les avaient terminées, avec un petit texte qui explique à chaque fois le but de la démarche. Et en fait, nous, ce qu'on avait observé à travers tout ça, c'est que le potentiel de destruction, il est d'une certaine manière mobilisé par l'animation pour
vraiment réfléchir sur la politisation finalement d'une démarche comme celle-ci, et voir aussi l'emprise qu'on peut avoir sur l'urbanisme, sur la gestion au quotidien d'éléments que finalement on n'a pas en général l'occasion de réaliser. Par exemple, les questions politiques de transformer un bâtiment, transformer un quartier, c'est des questions qui parfois nous dépassent et régulièrement nous dépassent parce que c'est finalement la classe politique qui a accès à ces décisions-là, et même si c'est par un principe représentatif, on n'a pas directement accès à cette transformation du lieu. Du coup, Liège-Craft permettait de faire ça aussi. Et c'était l'une des pistes qu'on interrogeait dans le cadre de la destruction, enfin d'interroger la destruction. Ça. Après, j'ai l'habitude, quand il faut résumer un peu sur ce qu'on essaie de faire comme recherche avec les Hashcraft, je résume ça en deux questions qui se renvoient à la balle, c'est-à-dire à la fois, il y a la question de qu'est-ce que ça fait aux gens de recréer des espaces familiers dans un jeu vidéo. Là, tu l'as dit, il y a notamment cette question de tiens, bah, je peux décider en fait de faire un espace représentatif, réaliste, ou le modifier, je peux avoir une emprise sur mon quotidien. Et alors bon, il y aura sans doute des gens pour se demander si du coup c'est des compétences qui vont se reporter dans la réalité. À partir du moment où quelqu'un a été sensibilisé sur Liège-Craft, est-ce que peut-être il se dira, bah, peut-être ça lui semblera plus normal d'avoir un avis potentiel sur son propre espace, son propre environnement urbain au quotidien. Donc en gros, qu'est-ce que le jeu et l'animation font aux personnes. Puis alors il y a un peu le revers, c'est qu'est-ce que ça fait aux jeux vidéo. Moi, je trouve curieux que finalement on soit là à s'étonner de se retrouver à avoir des bâtiments qui nous sont familiers dans un jeu vidéo. Il y a une espèce de la première fois, tout le monde là, je pense. La première fois qu'on a un bâtiment, on montre le Ventoux, etc. Et les gens qui ont l'habitude d'y aller, ils disent ah, c'est marrant, c'est pas du tout pareil, mais je ressens, ça se ressemble. C'est des gros blocs, etc. Mais ça se ressemble quand même. C'est réaliste, et puis il y a quelque chose de l'affect dans le fait de se retrouver à voir sa maison, son appartement, son bâtiment, son lieu de travail, son lieu de loisir dans un jeu vidéo. En fait, ça montre déjà ça montre quand même que le jeu vidéo est un espace peuplé d'imaginaires en tout genre, mais aussi de lieux réels, mais qui sont pas nécessairement les nôtres. Il y a beaucoup de jeux qui se passent dans des environnements réels, mais par exemple, je sais pas, états-uniens, japonais ou d'autres lieux comme ça. Mais en fait, quand t'es liégeois, t'as quand même assez peu de chances de voir un de tes environnements familiers du quotidien dans un jeu vidéo. Oui, tout à fait. Alors que, par exemple, alors qu'il y a un cinéma belge, et il y a même des films célèbres des frères Dardenne qui sont tournés en partie à Serein, à Liège, etc. Et puis ça choque personne, ça n'étonne personne en fait. Enfin, Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est fort liégeois, c'est c'est une ville qui est pas souvent représentée dans la culture cinématographique ou dans. Mais même par exemple, regarde quand même, même Paris, tu vois, tu vas Oui. avoir beaucoup de films dessus, tu vas avoir quand même quelques jeux. On va pas dire, il y a quand même quelques Oui. jeux qui représentent Paris. Hein. Mais je pense que la proportion, elle est quand même. Enfin, en fait, il y a une espèce de truc de nouveau. Bon, il y a sans doute le fait de pouvoir se mouvoir dans l'espace, etc., tel qu'il a été refait, mais il y a un truc très particulier de pouvoir ouais, se mouvoir dans la représentation virtuelle comme ça d'un lieu qui était familier. Mais je trouve c'est ce qui est quand même relativement rare dans les jeux. J'aimerais bien revenir sur un dernier point qui concerne l'animation. Ouais. Parce qu'on a beaucoup. Et moi, j'ai souvent ce type de langage de dire on a décidé que, on a décidé que, on a proposé que. Mais en fait, il faut savoir que le processus de décision qu'on a eu dans le club Liège-Craft était quand même collaboratif, ou en tout cas se voulait collaboratif, avec une évolution qui est qu'au départ, on a très fortement guidé Maxime et moi
au tout début des premiers ateliers du Club Liège-Craft, mais toujours avec un moment de concertation entre nous, qui était le moment canapé. Il y a un canapé à l'arrière du Digital Lab, et on se retrouvait dans le moment canapé pour discuter entre nous et voilà, se dire quels objectifs on veut faire aujourd'hui, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur création, est-ce qu'ils ont envie de les présenter, et surtout est-ce qu'ils ont envie d'améliorer le dispositif en proposant de nouvelles choses. Et il y a eu pas mal de modes qui ont été intégrés et de propositions qui ont été intégrées suite à ces moments-là, ces moments canapés. Et en fait, finalement, en discutant avec un collègue du Liège Game Lab, pour ceux qui sont récurrents dans les streams, c'était l'intervenant de la semaine dernière, Bruno Dupont, qui est aussi médiateur culturel, et avec qui on discutait justement de ce projet-là, et plus sous le prisme de l'animation et de comment on mobilise la vocation politique finalement d'un dispositif comme ça. En fait, finalement, on se disait, est-ce que c'est pas le plaisir qui est la clé de l'animation ici? Alors, dans le sens où c'est par le plaisir que les animés nous renvoient si les éléments qu'on mobilise fonctionnent ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment qu'au-delà de tout le côté, parce que c'est un projet qui a l'avantage d'interroger plein de choses en termes de problématiques citoyennes, mais c'est un projet qui permet aussi qu'on s'amuse et qui est ludique. Et sans vouloir le vanter, parce que c'est vrai que je manque peut-être de recul parce que j'étais dans le projet, mais j'ai l'impression... Est-ce qu'on peut dire que tu prêches pour ta propre église? Et voilà, c'est ça le problème qu'il y a dans mon analyse, évidemment. Pour ta propre cathédrale. Dans ma propre c'est vraiment de circonstances. Mais j'ai l'impression que la réussite de pas mal de projets culturels, c'est de capitaliser aussi sur le plaisir que peuvent prendre les animés à réaliser des choses, à la fois le plaisir vidéoludique, parce que ça reste quand même un plaisir ludique, mais également le plaisir dans l'animation, et tout en contraignant, d'abord en contraignant pas les animés, réaliser des choses qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire, en faisant évoluer le dispositif avec eux, faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier le dispositif eux-mêmes, Ouais. en structurant sa composition. Donc voilà. Et, Ce qu'il faut peut-être dire aussi là-dessus, c'est qu'on a une particularité dans le projet tel qu'on l'a mené, c'est-à-dire qu'en fait on n'a aucun impératif que les institutions culturelles ont d'habitude. C'est-à-dire que généralement les institutions culturelles lancent des projets participatifs, horizontaux, etc. mais et c'est bien normal, quand elles mettent des gens à travailler sur un projet pendant un certain temps, ça coûte de l'argent, et quand ils animent des ateliers, même horizontaux, ils mettent en place un cadre de participation avec ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Donc on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de mettre des références au quotidien, etc. Mais en fait, après, il y a quand même une pression pour qu'il y ait un résultat qui soit concret, tangible, physique, mesurable, etc. Donc, ça fait partie du jeu des institutions habituelles, quoi. Quand on est un centre culturel ou un musée, qu'on se lance sur un atelier Minecraft, ça va pas être tout à fait libre. Et c'est normal. Mais c'est vrai que du coup, nous, on a pu prendre le pari d'avoir assez peu d'objectifs et de rentabilité, etc. Voilà, donc c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et c'est vrai que grâce à cette liberté, on a pu tenter des choses que d'autres institutions auraient peut-être peur de tenter, parce que c'est vrai qu'un projet comme ça, il y a toute une technique. Il faut mobiliser un serveur, il faut avoir certaines compétences techniques pour gérer l'animation de l'atelier aussi, notamment les compétences dans Minecraft. Maintenant, tout s'apprend. La preuve en est, c'est que on a nous-mêmes appris de nos animés, des plus jeunes notamment, qui avaient une connaissance de dingue dans Minecraft. Ah, moi j'ai appris plein de trucs. Oh, t'as pas parlé des feux, Pierre. Montre les feux pour la. Faut montrer les feux. Ouais, mais ils marchent pas parce qu'il faut les relancer à chaque fois, hein, je pense. Mais je vais aller les montrer pour montrer en Oui, gros. tu peux expliquer ne serait-ce que théoriquement. Il y a un des participants, si vous vous rappelez son nom, vous pouvez le dire. Il s'agit de... Qui nous a proposé en fait de faire en redstone les feux de signalisation du quartier.
Et donc en fait, il a mis des blocs de laine, si je dis pas de bêtises, qui changent du vert au orange jusqu'au rouge. Et il a en fait fait des circuits en redstone. Donc la redstone, c'est un genre d'électronique, mais intégré à Minecraft, quoi. Et donc en fait, ça a cette tronche-là. Il en a fait une version de démo. En fait, c'est des interrupteurs. Alors là, je m'y connais plus assez. À une époque, j'en faisais, mais là, je connaîtrais plus assez pour vous dire comment ça marche. Mais en gros, du coup, il y a un système d'interrupteurs qui se déclenchent dans le temps et qui vont faire en sorte de faire des commandes qui vont faire passer les blocs de couleur d'une couleur à l'autre, quoi. Donc en fait, ils sont synchronisés, mais c'est juste qu'il y a une manip à faire que je connais plus à chaque fois qu'on. Ah, je vois quelqu'un qui arrive. Je pense que les feux ont été relancés là. Parce que je vois que le circuit est parti, donc on va regarder un petit peu s'il fonctionne. Mais normalement, il doit fonctionner. C'est un mélange de common blocks et de circuit de redstone. Donc pour ceux qui connaissent Minecraft, le circuit de redstone avec tout ce qu'il y a de plus complexe. Je vous avoue, moi, je suis pas un très grand fan de redstone, donc ou plutôt, je n'ai jamais pris le temps de bien comprendre. Mais il change pas de couleur les trucs. Parce qu'il y a des common blocks aussi, et je pense que sur le serveur sur lequel nous nous trouvons, les common blocks ne sont pas permis, ne sont pas activés. Bon, du coup, ça c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé parce que ça nous semblait. Enfin, on n'y avait juste pas pensé en fait. Et c'est un des participants qui nous a proposé de faire ça. Et qu'il l'a fait en 2 heures, quoi. Enfin, qu'il a fait tous les feux de la place en 2 heures max, un truc comme ça, c'était fou, quoi. Voilà. Et donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter? Est-ce qu'il reste des questions de la part de la communauté? Mettez la cloche, abonnez-vous. Donc là, en fait, vous avez fait un côté, les gars, mais on pourrait très bien faire un copier-coller de l'autre côté, quoi, c'est ça? Je n'ai pas compris le reste de ta phrase. Vous avez fait un côté de la cathédrale, mais on pourrait très bien imaginer après faire un copier-coller de l'autre côté. C'est ça, tu dis? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, à nouveau, ce serait pas totalement fidèle à la réalité, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, ça représente quand même plus ou moins l'exercice en fait finalement qu'on est amené à faire systématiquement. Surtout quand on présente le dispositif à des gens extérieurs et qu'on se dit on va leur faire un bâtiment pour montrer aussi. Eh bien, on produit comme ça et on héberge ensuite le bâtiment réalisé sur Sketchfab, qui est un site qui permet de modéliser en 3D des structures qui est souvent utilisé par des architectes. Et donc voilà. Et bien quand même, on a quand même pas mal avancé. Vous en pensez quoi de le chat de notre bâtiment? Julie a dit les deux côtés ils sont pas identiques. Donc on va pas faire de copier-coller. Oui, en effet, c'est pas identique des deux côtés. C'est pour ça que je parlais de tricher. D'ailleurs, je me souviens que quand on avait réalisé l'un de nos premiers bâtiments, qui est l'hôtel de ville, la Violette, pour qu'il ait l'air beau sur Sketchfab, je l'avais entouré d'arbres et d'une petite rivière. Alors qu'en fait, dans la réalité, à côté, il y a une friterie et de l'autre, il y a toute une série de bâtiments. Donc derrière, il y a la maison du Péquet. Pas du tout d'arbres ni de rivière. Si on compte que les égouts sont une rivière. Bah voilà les gars. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Vous étiez quand même nombreux. J'arrive pas à voir combien vous êtes, mais au moins tout ça. Je crois que vous étiez une vingtaine, trentaine, c'est chouette. Moi j'ai vu 17, mais je sais pas si c'est vrai en fait. Faudra voir. Et sinon, pour ceux qui sont encore présents, je mets une dernière fois le Stropole pour nous indiquer d'où vous venez, si vous venez du MOOC, si vous êtes tombé par hasard sur le stream. Nous, ça nous sert aussi à savoir si ça vous intéresse. Si vous êtes nombreux, par exemple, à venir du MOOC Introduction à la culture vidéoludique. Et dites-nous qui vous êtes, oui, avec un grand cœur. Et pour les questions un peu plus pratiques, pour ceux qui veulent revoir certaines parties de la vidéo ou l'envoyer à quelqu'un d'autre
par exemple sur les réseaux sociaux. Elle sera probablement disponible demain ou en début de week-end sur notre site, sur notre page YouTube par contre, parce que le Liège Game Lab possède une page YouTube. Alors, pour les prochains streams, puisqu'on nous pose la question, alors que je dise pas de bêtises, je pense que je vais laisser Ibsen nous dire dans le chat exactement les dates du prochain cours jeux vidéo. C'est le 23 avril, je pense. 23 avril, ça c'est le cours de Boris Kriwicki alors, hein, c'est ça? C'est le cours de Boris Kriwicki. Sur la presse de jeux vidéo. Donc ça c'est déjà sûr. Mais il est possible que d'ici là on fasse d'autres streams, voilà, notamment peut-être que Boris fera un stream sur un jeu, sur un autre Peut-être jeu. quelqu'un d'autre. Voilà. Pendant les vacances, a priori, si on refait des streams cette semaine ou la semaine d'après, ce sera des streams comme aujourd'hui, c'est-à-dire plus chill, moins préparés, un peu plus en live, quoi. Et puis à partir du 23 avril, on reprend les cours, et à partir du 23 avril, il y aura un cours par semaine jusqu'à une date indéterminée. Je pense qu'il reste encore 4 ou 5 cours, quelque chose comme ça. C'est possible. Ça, c'est, Et donc c'est à chaque fois le jeudi à 16h30. Sachant que de toute façon la rediffusion sera disponible sur la chaîne YouTube du Liège Game Lab. Et petite dernière info, si vous souhaitez suivre le projet Liègecraft, nous avons donc un site qui s'appelle Liègecraft forcément, donc liègecraft.be. Je vais vous le copier ici, qui est un WordPress que je vais vous mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. On a beaucoup de photos, on a une vidéo qui avait été réalisée par Ophélie Vino, qui était étudiante en master en journalisme, et qui avait réalisé un petit reportage qui est disponible sur le site. On a également des modélisations 3D sur Sketchfab, des textes d'explications. Des t-shirts, des mugs, non je rigole. On n'a pas ça, on n'a pas encore. Et puis peut-être que on fera il faut qu'on réfléchisse, mais peut-être qu'on fera un live, je sais pas quand, mais de construction à plusieurs avec les participants. Des ateliers, on va y réfléchir. Faut qu'on voit comment ça peut se mettre. Je viens de faire spawner l'évêque pour notre. On a un évêque. Ouais, si tu viens le voir ici, je te l'ai même renommé. D'ailleurs, il est complètement bugué, Monseigneur Homme, il regarde le mur. Et donc, désolé Pierre-Yves, tu n'auras pas pu détruire toute la carte. Enfin, tu peux encore si tu veux, hein, maintenant. Allez, au revoir tout le monde. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans un prochain live. Salut. Salut tout le monde.